20 ans après l'apparition des réseaux sociaux, on commence à se rendre compte d'une chose, et par on, j'entends principalement les gouvernements. Leur façon de fonctionner, basée sur des algorithmes développés pour être addictifs, peuvent éventuellement, peut-être, potentiellement être problématiques, notamment vis-à-vis de la santé mentale des plus jeunes et des impacts qu'ils peuvent avoir sur la société, confère ma série sur les algorithmes qui n'a pas trop mal vieilli. Un peu partout à travers le monde, c'est l'illumination générale, au point que, après 20 ans de laisser faire, 20 ans de retard sur la compréhension de comment les plateformes fonctionnent, 20 ans sans ne vraiment les responsabiliser, eh bien il semblerait que 2025 soit l'année qui marque le début de la guerre contre les réseaux sociaux. Alors par contre, chacun y va à son rythme. Vous allez voir que tous les pays n'ont pas les mêmes exigences ni les mêmes radicalités. Chacun développe dans son coin ses propres petites règles vis-à-vis des grandes plateformes du web. Mais peu importe, ces règles sont autant de petites claques et parfois de grosses droites qui ont surtout pour intérêt d'envoyer un message à ces plateformes: le temps de leur hégémonie est terminé. Les choses vont changer et elles vont devoir faire face à leurs responsabilités. On commence chez nos voisins américains, par un procès qui, s'il a bien lieu, marquera l'histoire des plateformes. Plusieurs États américains attaquent le groupe Meta en justice, la maison mère entre autres d'Instagram et de Facebook. Les USA accusent les plateformes du groupe de contribuer aux problèmes de santé mentale des adolescents et adolescentes en rendant leurs algorithmes addictifs. En plus des États du pays, des centaines de plaintes ont été déposées par des plaignants qui accusent les plateformes de concevoir des algorithmes qui peuvent provoquer chez les jeunes de l'anxiété, de la dépression et des troubles de l'image corporelle, sans avertir au préalable des risques associés. Alors, ça n'est pas fait, tout ça est en cours, mais si un procès a bel et bien lieu, ce sera une première aux États-Unis. En dehors de toute question d'ingérence dans le processus démocratique du pays, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, Meta va peut-être bientôt devoir répondre de ses actes sur des questions de santé publique. Mais lorsqu'ils se sentent touchés en plein cœur, voire carrément menacés, le gouvernement américain peut aller beaucoup plus loin. Depuis quelques années, vous avez peut-être entendu parler de ce que les États-Unis veulent imposer à TikTok, que la plateforme soit vendue à une entreprise américaine. Il faut savoir que TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Ce que craignent les Américains, et pas que eux d'ailleurs, c'est une loi chinoise sur le renseignement national qui contraint les entreprises du pays à partager leurs données sur simple demande des autorités. TikTok est puissant, populaire et possède, comme la plupart des plateformes, énormément de données sur ses utilisateurs. Ils craignent alors d'une part que ces données puissent être exploitées par le gouvernement chinois, et d'autre part que ce même gouvernement ait son mot à dire sur l'algorithme de la plateforme, et ainsi sur ce qui est ou non mis en avant sur TikTok. Ce qui commence à poser sérieusement problème lorsque l'on commence à parler de journalisme, d'activisme ou simplement de liberté d'expression. C'est en réaction à ces craintes que les USA veulent que TikTok se débarrasse de sa maison mère chinoise, ByteDance, et soit revendu à une entreprise locale. Parce que quitte à espionner les utilisateurs, autant que ça reste en famille. Sans quoi, ils menacent d'interdire purement et simplement TikTok sur le territoire numérique américain. Et cette menace, elle commence à avoir du poids. TikTok a contesté ce projet de loi auprès d'un juge fédéral en expliquant qu'elle était anticonstitutionnelle. Ce à quoi le juge fédéral a répondu: non t'inquiète frérot, ce projet de loi est totalement légal, t'es dans la panade. Bon, je résume un peu vite, mais en réalité, la bataille d'arguments a été assez intéressante. On se retrouve dans un cas qui, en temps normal, aurait été traité par la justice en mettant face à face deux éléments. D'une part, le risque pour la sécurité nationale qu'un pays étranger ait potentiellement accès à autant de données privées et une présumée capacité d'ingérence grâce à TikTok, face d'autre part au premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression. Et vous l'aurez compris, TikTok a pris pour défense le premier amendement. Mais le juge fédéral américain chargé de traiter ce cas a retourné cet argument contre TikTok. Il explique que, je cite, « Dans ce cas, un gouvernement étranger menace de fausser la liberté d'expression sur un support de communication important. Par sa stratégie commerciale hybride, la République populaire de Chine s'est positionnée pour manipuler le discours public sur TikTok à ses propres fins. La capacité de la République populaire de Chine à le faire est en contradiction avec les fondamentaux de la liberté d'expression. Ici, le Congrès, sur proposition de l'exécutif, a agi pour mettre fin à la capacité de la République populaire de Chine de contrôler TikTok. Compris de cette manière, la loi défend en réalité les valeurs qui sous-tendent le premier amendement. En faisant ça, le juge s'est débarrassé du face-à-face toujours difficile entre la sécurité nationale et la liberté d'expression, et a retourné la liberté d'expression contre la plateforme elle-même, se débarrassant au passage d'un quelconque besoin de preuves vis-à-vis de la sécurité nationale. TikTok n'a pas dit son dernier mot, et entend bien faire valoir ses droits auprès de la Cour suprême qui, comme son nom l'indique, est l'instance judiciaire la plus haute des États-Unis.
Si cette question ne manque pas d'inquiéter les TikTokers américains qui commencent à appeler leur communauté à les rejoindre sur d'autres plateformes, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas tant pour les USA d'une bataille contre les réseaux sociaux que d'une bataille contre la Chine et son soft power. Qu'il s'agisse de batailler contre Meta ou vouloir racheter ou interdire TikTok, ce sont des cas très particuliers qui ne suffisent pas à légiférer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Après, je pense qu'on va pouvoir mettre en pause ces enjeux quelques années de ce côté de l'Atlantique. Pas sûr que le gouvernement américain aurait intérêt à agir pour interférer dans le fonctionnement de ces plateformes, alors même que le propriétaire de l'une d'elles a une place au sein de ce même gouvernement. De son côté, le Royaume-Uni vient tout juste, mi-décembre 2024, de finaliser son Online Safety Act, un ensemble de lois qui vise à responsabiliser l'ensemble des plateformes, et pas seulement les plus puissantes, sur les questions de contenus dangereux et illégaux, et de la sécurité des plus jeunes. L'idée, c'est de les obliger, sur le territoire numérique du Royaume-Uni, à prendre les mesures nécessaires pour respecter ces lois d'ici mars 2025, sous peine d'amende bien salée de plusieurs dizaines de millions de livres sterling. Aussi, dans les prochaines semaines, ils vont publier des directives concernant les enfants, et notamment sur la question de la vérification de l'âge. C'est un enjeu qui inquiète de plus en plus. Au bout de 20 ans, on sait désormais que les plus jeunes sont également les plus sensibles aux déviances de ces plateformes. Dans le panel de lois que le Royaume-Uni étudie, il y a un projet soutenu à la fois par le Parti travailliste et le Parti conservateur qui entend imposer aux réseaux sociaux des algorithmes neutres dénués de tout outil de manipulation qui peuvent les rendre addictifs pour les moins de 16 ans. Cette question de la vérification de l'âge va devenir un enjeu de premier ordre dans les années qui vont venir. Si l'Europe a été un précurseur au niveau de la législation des acteurs majeurs du web, avec la mise en place du RGPD et du Digital Services Act, qui visent l'un à protéger les données privées des utilisateurs et l'autre à responsabiliser les plateformes face aux contenus illégaux, l'âge est un point sur lequel on tâtonne encore un peu. Par exemple, la France a essayé de mettre en place une majorité numérique à 15 ans. L'idée étant qu'avant 15 ans, on ne peut pas s'inscrire sur une plateforme sans l'accord d'un adulte. Mais il faut encore attendre que la Commission européenne valide la conformité de ce projet au droit européen. Malgré ça, on pourrait se dire que déjà, en théorie, les réseaux sociaux ne sont pas ouverts aux moins de 13 ans. C'est dans leurs conditions générales d'utilisation. Mais d'après une enquête de la CNIL, on est bien loin du compte. Il déclare, je cite, que la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi, et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes. Face à ça, il y a un pays qui a décidé d'être on ne peut plus radical. Alors, on sort le passeport, on enfile le maillot et on s'enduit d'un 10-50, direction l'Australie. Honourable Senators, there being 34 ayes and 19 noes, It's passed resolved in the affirmative. Après plusieurs semaines de débats, le Parlement australien a finalement clôturé les discussions en adoptant la proposition de loi visant à interdire totalement les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ce texte a été proposé par le gouvernement travailliste, plutôt situé au centre-gauche, dénonçant par la voix de son Premier ministre, Anthony Albanese, des plateformes, je cite, favorisant la pression sociale, une source d'anxiété, un canal pour les escrocs et, pire que tout, un outil pour les prédateurs en ligne. Et cette idée, d'après un sondage YouGov, semble séduire 77% de la population australienne favorable à l'interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Hormis les réseaux entièrement interdits dans certains pays, comme Facebook et compagnie en Chine, cette loi est actuellement la plus radicale sur le sujet. Elle ne comprend aucune exception, notamment parentale. Peu importe que les moins de 16 ans soient accompagnés ou aient l'accord de leurs parents, l'accès au réseau leur est tout bonnement interdit. Cette loi s'accompagne de sanctions qui visent toutes exclusivement les plateformes. Pas question de s'en prendre aux jeunes ou à leurs parents s'ils contournaient cette interdiction. En revanche, les plateformes risquent jusqu'à 50 millions de dollars australiens d'amende, l'équivalent d'un peu plus de 30 millions d'euros. Ce qui est reproché à ce texte, c'est qu'il est extrêmement flou, notamment sur les plateformes concernées ou non. Le texte adopté définit de cette façon les réseaux sociaux. L'unique objectif, ou un objectif significatif du service, est de permettre des interactions sociales en ligne entre deux utilisateurs finaux ou plus. Le service permet aux utilisateurs finaux de se connecter à ou d'interagir avec certains ou l'ensemble des autres utilisateurs finaux. Le service permet aux utilisateurs finaux de publier du contenu sur le service, toute autre condition, le cas échéant, énoncée dans les règles législatives. J'ai rien compris. Alors, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, c'est effectivement la définition qui n'est pas très claire. Dans un résumé du texte de loi, le gouvernement se voit obligé de préciser, je cite, « Pour être clair, oui ce serait bien, le gouvernement s'attend à ce que cette définition, plus large, englobe les services communément considérés comme des réseaux sociaux, ainsi que les services qui suscitent le plus d'inquiétude parmi les parents. Cela inclura au minimum TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram, X, anciennement Twitter, entre autres. Ces services seront tenus de prendre des mesures raisonnables pour empêcher les personnes âgées de moins de 16 ans de créer ou de détenir un compte. »
Un autre problème auquel le texte de loi n'apporte aucune solution, c'est comment on fait ? Comment interdire l'accès à ces plateformes aux mineurs de moins de 16 ans sans pour autant ne provoquer le moindre risque pour la vie privée des utilisateurs et utilisatrices ? Parce que, hors de question d'imposer à tous l'envoi d'une pièce d'identité aux plateformes, qui ont déjà bien assez de données sur leurs utilisateurs, non ? Ils doivent impérativement proposer d'autres solutions alternatives. Le truc, c'est qu'actuellement, il n'existe aucune solution parfaite. Celles qui sont fiables, comme une validation via la carte de crédit liée à l'App Store par exemple, excluent toutes celles et tous ceux qui n'ont pas de carte de crédit ou qui n'ont pas lié leur carte à un autre compte. Les solutions alternatives tournent pas mal autour des outils de reconnaissance faciale et de leur capacité à estimer l'âge d'un visage. Le problème, comme l'explique Lisa Given, professeure en sciences de l'information à Melbourne, dans un article pour The Conversation, c'est que la fiabilité de ces systèmes est très loin d'être parfaite pour le moment. Ils ont des biais et des taux d'erreur qui ne permettent pas de s'y fier pleinement. Mais tout ça, techniquement, ça n'est pas le problème du gouvernement australien, mais bien celui des plateformes. D'un autre côté, ça s'entend. Des plateformes prêtes à dépenser un fric monstre dans des algorithmes capables de rendre accro la plupart des cerveaux ne devraient pas être trop effrayés par ce petit défi technologique. Accent circonflexe, accent circonflexe. Ces plateformes, justement, ont du mal à avaler la pilule. Un porte-parole de TikTok va aller jusqu'à prophétiser, je cite, « Il est tout à fait probable que l'interdiction conduise les jeunes vers des zones plus sombres d'Internet où il n'existe pas de règles générales, d'outils de sécurité ou de protection. » De leur côté, le groupe Meta, maison mère d'Insta et de Facebook, chouine en expliquant que le secteur fait déjà des choses pour assurer des expériences appropriées en fonction de l'âge. Il faut dire que Meta sent le vent tourner dans pas mal de pays. Vous savez, cet ensemble de petites claques dont je vous parlais au début. Tout ça, pour eux, ça pue. Et ils le savent. Alors ils essayent de montrer patte blanche. Ils ont annoncé récemment la possibilité de reboot l'algorithme d'Insta, ce qui permettrait de repartir à zéro n'importe quand, accompagné de la mise en place d'une nouvelle politique de Age Appropriate Content, ainsi que des ressources pour accompagner les parents et les ados dans leur parcours sur Insta. Mais en Australie, tout ça arrive trop tard. Et du coup, ils chouinent. L'Australie laisse 1 an aux plateformes pour la mise en œuvre de la loi. À voir si elles vont trouver des solutions techniques, si le pays va finalement céder, ou si cette loi n'existera que par principe sans pouvoir n'avoir d'autre impact que de réclamer 30 millions d'euros de temps en temps aux grandes plateformes du web. Une chose est sûre, dans les prochains mois, les youtubeurs australiens vont très probablement faire une quantité folle de placements de produits pour tous les VPN du marché. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut responsabiliser les plateformes ? Est-ce qu'il faut les réguler, voire carrément les interdire ? Ou mieux vaut-il les laisser totalement libres et laisser reposer la responsabilité directement sur les utilisateurs ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il a pu voir le jour, c'est entièrement grâce à toutes celles et tous ceux qui financent la chaîne. Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un tour sur le KissKissBankBank, le moindre euro compte. Alors merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.